Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette quatrième conférence qui est cette fois consacrée à la Géorgie. Après l'Ukraine, c'est d'actualité, c'est moins d'actualité que l'Ukraine, mais tout de même, il y a tellement de similitudes entre la Géorgie et l'Ukraine. Alors, pas dans le passé, on le verra, parce que autant l'Ukraine n'a pas existé, autant la Géorgie fut un très grand royaume chrétien. Par contre, ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est une frénésie occidentale otanesque qui en font deux pays évidemment dans la ligne de mire de Moscou. L'Ukraine est actuellement envahie, la Géorgie le fut en 2008. On va longuement revenir là-dessus. Et donc, en effet, la Géorgie est un très vieux royaume chrétien. Vous voyez là cette église très ancienne qui fait d'ailleurs penser aux églises arméniennes. Les deux pays sont limitrophes, ça ne vous a pas échappé. Et donc, tout comme l'Arménie, il y a de très vieilles églises telles qu'on n'en a plus en France. Et donc, c'est pour ça que ce sont deux pays très intéressants à visiter. En France, nous n'avons pas d'église des 6e, 7e, 8e siècles, où c'est rarissime. Et en Arménie comme en Géorgie, il y en a énormément et c'est tout l'intérêt de ces beaux voyages. Vous voyez cette magnifique photo, cette église ravissante avec derrière les grandes montagnes. Nous sommes au pied du Caucase. Alors justement, pour une fois, je vous ai montré une carte de géographie physique. Je devrais peut-être d'ailleurs systématiser la chose parce que c'est tout à fait important pour comprendre. Vous voyez Géorgie au milieu, désolé encore pour l'anglais, mais malheureusement, c'est bien souvent le cas lorsqu'on cherche des bonnes cartes sur Internet. Les meilleures sont en anglais. Ça me consterne, vous aussi, mais c'est ainsi, hélas. Donc la Géorgie, vous la voyez ici, et tout au nord, vous avez les hautes montagnes du Caucase. Et vous voyez le mont Elbrus, 5600 mètres, le mont Dictou, de 5200 mètres. On est vraiment dans de la très haute montagne. Ces montagnes, d'ailleurs, ont été explorées par des alpinistes français, anglais au 19e siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une expédition d'alpinistes allemands prendra possession également de ce mont Elbrus de 5600 mètres. Et l'idée, c'était pour les Allemands, évidemment, de passer de l'autre côté de ces montagnes du Caucase pour aller prendre possession des gisements de pétrole que vous voyez tout à fait à droite, à l'est donc, sur la mer Caspienne, à Bakou. Et juste en dessous de la Géorgie, vous avez notre chère petite Arménie avec sa capitale, Yerevan ou Erevan. Et là aussi, vous avez une grande montagne, juste en dessous, le mont Ararat. On en a parlé l'année dernière. On en a parlé l'année dernière au moment de cette visioconférence sur l'Arménie. Et malheureusement, le mont Ararat est aujourd'hui en territoire turc. Mais vous voyez que cette petite montagne du Caucase au sud, moins grande que celle du nord, reste quand même très élevée, puisque nous avons des montagnes qui dépassent 5000 mètres, c'est-à-dire que ça dépasse le Mont Blanc finalement. Et donc cette Géorgie, coincée entre ces deux chaînes de montagnes, a des plaines, tant à l'ouest que le long de la mer Noire, qu'à l'est, en descendant vers l'Azerbaïdjan. C'est donc tout à fait important de voir ce petit pays de Géorgie coincé entre ces deux grandes chaînes de montagnes. Ça explique beaucoup de choses sur le plan historique et sur le plan géopolitique. Alors, une petite distraction, je sais qu'en ces temps de carême, parler de vin n'est pas ce qu'il y a de plus spirituel, mais tout de même, la Géorgie, c'est un des pays où l'on dit que le vin a été créé. Alors les Arméniens et les Géorgiens se battent un petit peu pour cette histoire du vin dont ils sont tous les deux originaires. En réalité, on ne sait pas très bien, les frontières n'existaient pas, parce que le vin remonte à au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. L'homme a eu très tôt le sens du vin. Et donc, la Géorgie, comme l'Arménie, connaissent des vignes millénaires, plurimillénaires, puisqu'on est quasiment à 5000 ans de vignes. Alors évidemment, avec la période soviétique, le vin géorgien est devenu épouvantable au fil des décennies. Mais depuis l'indépendance, la Géorgie a voulu retrouver ses racines vinicoles, a fait venir un certain nombre de spécialistes, d'œnologues, notamment français,
qui travaille à redonner à la vigne géorgienne sa beauté et son excellence originelle. Et donc, avant cette conférence, pour aller jusqu'au bout de la révision, j'ai commandé quelques bouteilles de vin géorgien. On trouve ça assez facilement. Et ma foi, c'est pas encore exceptionnel, mais j'ai pas pris non plus les plus chers. Mais ça reste, c'est très bon. C'est devenu très bon. Et lors d'un prochain voyage en Géorgie, j'aurai la possibilité d'approfondir cet aspect culturel tout à fait essentiel. Et donc, la Géorgie, vieux pays chrétien, est aussi un vieux pays vinicole. Alors, une pieuse légende veut que ce soit Saint André, l'apôtre, qui ait évangélisé la Géorgie. En réalité, c'est une pieuse tradition, certains diraient une légende. On ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien si Saint André est allé véritablement à cet endroit. Les grands spécialistes de la Géorgie et de l'histoire chrétienne de la Géorgie se posent la question, se demandent si véritablement Saint André est venu là le long de la mer Noire ou au centre, puisque originellement c'était plutôt le centre de la Géorgie actuelle, à partir duquel s'est constitué le royaume de Géorgie. Donc on ne sait pas très bien, mais en tout cas c'est une tradition à laquelle les Géorgiens tiennent. Saint André fut l'évangélisateur. Il n'y a pas de doute, par contre, sur l'existence de Sainte Nino. C'est un nom un peu étrange pour nous, et Sainte Nino est la patronne de la Géorgie. C'était une religieuse qui, figurez-vous, était à Jérusalem et Bethléem. C'est là-bas qu'elle était religieuse, et il semblerait qu'elle ait eu une vision de la Sainte Tunique. La Sainte Tunique de la Passion a été, dans une révélation, connue par elle pour être actuellement dans ce qui est la Géorgie. Et donc, elle n'a pas hésité, elle est partie en Géorgie. Vous voyez le chemin depuis la Palestine, c'est tout de même très très loin, et elle est arrivée dans un état évidemment de fatigue extrême jusqu'en Géorgie. Elle parlait l'araméen, et donc un certain nombre de Géorgiens parlaient l'araméen, et c'est elle qui, petit à petit, a fini par convertir ce royaume géorgien. C'était déjà un royaume, mais nous sommes au IVe siècle. C'était déjà un royaume, mais ce n'était pas encore un royaume chrétien. Et là aussi, la tradition dit qu'elle s'était installée dans une hutte de branchage qu'elle avait fabriquée elle-même, à proximité d'une ville dans le centre de la Géorgie. Elle est restée là 3 ans sans voir personne, en priant et en faisant pénitence. Et puis un jour, une dame dont le bébé était en train de mourir est venue la voir. Elle avait fait tout le tour des différents rebouteux et autres de la ville sans que son bébé ne guérisse. Et juste avant la mort du bébé, elle tente une dernière chance. Elle va voir cette femme dont on dit qu'elle mène une vie sainte. Et donc, Sainte Nino prend le bébé dans ses bras, le couche sur une couverture, prie longuement, sur une couverture, sur des branchages. Et quand elle reprend le bébé, il est guéri. Et donc, cette histoire, ce miracle, va faire le tour de la ville, et les gens viennent voir Sainte Nino en foule. Et là-dessus, la reine tombe malade. On appelle Sainte Nino, et Sainte Nino, par ses prières, guérit la reine, qui se convertit instantanément au christianisme. Elle aura beaucoup de mal à convaincre son mari qui, lui, est sous inspiration des Iraniens, des Perses. Et vous savez, les Perses sont des païens, des zoroastriens. On l'a vu au moment de l'Arménie, qui sont en plus pas des plaisantins et qui ont été de grands persécuteurs de l'Église chrétienne. Et un jour, le roi part à la chasse dans une forêt, il se retrouve isolé et la forêt devient totalement sombre, le soleil a disparu. Il prie ses vieux dieux païens, il n'obtient rien, et il finit par dire, eh bien, si le dieu de Nino me guérit, et le dieu de ma femme, parce que la reine était donc devenue chrétienne, alors je me ferai chrétien. Le soleil revient, il est sauvé, et il retrouve sa cour, et donc il tient parole, et se convertit, et la Géorgie devient, à partir du IVe siècle, un royaume chrétien. On peut supposer que c'est le 2e royaume chrétien après l'Arménie. L'autre saint patron
de la Géorgie, ben, c'est Saint-Georges. Alors, il ne faut pas croire que Géorgie et Georges, ce soit la même chose. Les linguistes spécialistes de cette région du Caucase disent qu'en réalité, c'est une coïncidence et que Georges et Géorgie n'ont pas de rapport. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce royaume chrétien, qui se sera beaucoup battu, on le verra, contre notamment les musulmans, eh bien, a toujours considéré qu'il devait combattre à l'abri de la lance, du cheval et du chevalier que fut Saint-Georges. Donc Saint-Georges, patron de la Géorgie, a en quelque sorte mené tous les combats avec l'armée géorgienne, avec les chevaliers géorgiens, contre les envahisseurs musulmans qui seront multiples. Alors les années passent et pour la première fois, Bagrat III, un roi chrétien, unifie la Géorgie. Jusqu'à présent, la Géorgie, c'était un royaume très diversifié, très morcelé. Vous aviez plusieurs rois, vous aviez plusieurs comtés, plusieurs principautés. C'était un peu l'anarchie. Et le roi Bagrat III est le premier à unifier la Géorgie au XIe siècle. Et pour la première fois, la Géorgie a un royaume relativement important. De ce fait, elle s'intéresse, cette Géorgie, à ses voisins de près, et notamment l'Empire byzantin, avec qui elle a eu beaucoup d'échanges, quelques conflits, mais restés mesurés. On est entre chrétiens, et pour une fois, heureusement, ils ne se sont pas massacrés, jusqu'à la catastrophe de 1071. Vous connaissez peut-être cette bataille de Manzikert. Manzikert, ce sont les Seljoukides, c'est-à-dire les futurs Turcs, qui, venus des steppes d'Asie centrale, petit à petit, progressent dans la Turquie actuelle et dans l'empire byzantin du moment. Et donc, tout à fait à l'est de cet empire byzantin, une grande bataille a lieu et les Seljoukides, à Manzikert en 1071, malheureusement, battent les Byzantins. Et pourquoi je vous en parle? Mais parce qu'il y avait un très fort contingent géorgien. Vous voyez sur cette image un soldat chrétien qui se bat pied à pied contre les Turcs. Et donc, ce sera le désastre de Manzikert, préfigurateur en quelque sorte de l'effondrement de l'Empire ottoman. Ça prendra presque 400 ans, mais là, les Turcs s'installent. Les conséquences seront terribles, comme vous le savez, puisqu'après, ce seront les Arméniens et les Grecs, bref, tout ce qu'il y a de chrétiens qui seront chassés de cette terre pourtant historiquement grecque, romaine et chrétienne. Alors les Géorgiens, eux, remontent vers le nord, ils laissent l'Empire byzantin à leur sort et ils reprennent leur quartier dans la Géorgie actuelle, mais ils prendront leur revanche. Et pendant des décennies, voire des siècles, il y aura des combats incessants entre Géorgiens et Turcs. Tour à tour, ils gagneront, ils perdront, et il y aura un grand héros chrétien, c'est lui, c'est David le bâtisseur. David le bâtisseur, c'est le grand roi chrétien de Géorgie. Vous voyez sur cette belle fresque l'auréole autour de David le bâtisseur qui a été canonisé par l'Église orthodoxe, et vous voyez cette main qui passe à travers le ciel. Ça fait penser d'ailleurs à une mosaïque à Palerme, pour ceux qui sont allés voir Palerme, le couronnement de Roger II de Sicile, où l'on voit une main qui tient une couronne. Là, elle ne tient pas une couronne, mais elle bénit. Elle bénit David le bâtisseur, Dieu lui-même bénit David le bâtisseur. On l'a appelé le bâtisseur parce que il a bâti beaucoup d'églises, bien sûr, mais surtout, il a bâti le grand royaume de Géorgie. Et son aura a été extraordinaire. C'est l'époque où la Géorgie règne sur le Caucase. C'est l'époque où des milliers et des milliers de pèlerins géorgiens vont à Jérusalem et à Bethléem. Et ils traversent, protégés par les soldats géorgiens de réputation absolument redoutable et que personne n'ose attaquer, ni les Seljoukides, ni les Sarrasins. Et d'ailleurs, pendant des siècles, même après la chute de Jérusalem, même après la fin des croisades et la chute de Saint-Jean d'Acre, eh bien, vous aurez encore des milliers de pèlerins géorgiens qui viendront à Jérusalem et Bethléem, et ce sont les seuls qui ne paieront jamais tribut aux musulmans, parce que les musulmans les craignent trop. Ce sont de redoutables combattants. Et la réputation de David le bâtisseur ira, figurez-vous, jusqu'au fin fond du Sinaï, jusqu'en Égypte. En Égypte, on a retrouvé des traces d'églises géorgiennes construites à cette époque avec l'argent de David le bâtisseur. Et le monastère Sainte-Catherine lui-même, sur le mont Sinaï, eh bien, recèle
de très nombreuses traces de cette présence géorgienne. D'ailleurs, David a envoyé beaucoup d'argent, beaucoup d'or pour la construction des différents monastères qui ont été construits tout en haut de ce mont Sinaï, si connu pour le décalogue donné à Moïse et le buisson ardent d'ailleurs également. Et donc, on a eu des confirmations de cette présence très forte géorgienne. En 1975, figurez-vous qu'une très vieille église a brûlé, accidentellement. Et en déblayant un petit peu les décombres, sous l'église, on a trouvé des milliers de parchemins, de livres manuscrits qui dataient de l'époque géorgienne, de l'époque du royaume géorgien. On a cru au début que c'était des Arméniens, parce que l'écriture géorgienne et l'écriture arménienne sont très proches, et puis des spécialistes de géorgiens sont venus et ont traduit et attesté qu'il s'agissait bien de manuscrits géorgiens. Et là, des centaines de manuscrits géorgiens ont été retrouvés. On a loin d'avoir fini de les explorer. Mais donc, c'est une histoire tout à fait passionnante et on ne soupçonne pas, quand on se penche sur l'histoire de la Géorgie, qu'on va trouver des trésors pareils. Et l'âge d'or vient juste après, XIIe siècle, avec la reine Tamar, XIIe, XIIIe siècle. C'est la reine Tamar, donc descendante directe du bâtisseur. Vous la voyez là sur une autre fresque. Et cette reine Tamar sera une grande reine et permettra à la Géorgie donc de connaître son âge d'or qu'elle ne retrouvera hélas plus jamais. Alors il est temps de vous montrer une carte. Et ce royaume de Géorgie, vous voyez, il était beaucoup plus grand qu'actuellement. Vous voyez sur cette carte la frontière rouge de la Géorgie actuelle. Donc elle s'étendait beaucoup plus au sud, un peu plus à l'est et un peu plus également au nord-ouest. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle était entourée d'amis, à part l'Azerbaïdjan qui était déjà musulmane sous l'inspiration de l'Empire perse. C'est pour ça que les Azerbaïdjanais, ou les Azéris comme on les appelle, sont des chiites comme les Perses et comme les Iraniens actuels. Mais vous voyez, à gauche donc on est le long de la mer Noire et à droite on est le long de la mer Caspienne. Et vous voyez cet empire de Trébizonde qui aujourd'hui est tout à fait turc. Eh bien à l'époque, cet empire de Trébizonde était chrétien. Il était chrétien, très proche du royaume de Géorgie, avec qui ils entretenaient des relations tout à fait amicales. Et autant la Géorgie a subsisté aujourd'hui, même sous une forme à peu près 2 fois moindre qu'actuellement. Par contre, l'empire de Trébizonde, vous vous en doutez, a totalement disparu au profit des Turcs. Et vous voyez la taille de ce royaume, c'est à ce moment-là tout à fait important. Et nous sommes au XIIIe siècle. Et cela va durer jusqu'à la catastrophe dont nous avons parlé il y a 3 semaines au moment de l'Ukraine, qui est la catastrophe mongole, la catastrophe de Gengis Khan. Je vous remonte d'ailleurs la même carte, j'en suis bien conscient, rassurez-vous. Je vous montre la même carte qui, vous voyez tout à fait à gauche, donc tout à fait à l'ouest, la Géorgie et Tbilissi. Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie, et qui est, comme le fut Kiev, pas autant, mais presque autant, ravagé par ces hordes mongoles. Et donc ces hordes mongoles vont détruire la Géorgie, vont détruire ce beau royaume chrétien. Et Tbilissi ne sera pas autant rasé que le fut Kiev en 1240. Vous vous rappelez, je vous avais dit que Kiev avait été détruit, il n'en est pas resté pierre sur pierre. Eh bien, c'est un peu pareil pour Tbilissi. Tbilissi était très célèbre pour ses sources d'eau chaude. Les historiens disent qu'à l'époque, tout autour de Tbilissi, il y avait d'admirables sources d'eau chaude avec des vieux murs, des vieux palais tout autour. Il ne reste rien de tout ça. On a reconstruit des sources, mais de façon moderne. Et là aussi, les hordes mongoles de Gengis Khan, venues d'Asie centrale, ont occasionné des dommages absolument irrémédiables à ce qui fut une très belle civilisation. Alors ce royaume va subir le joug mongol jusqu'en 1490 où là, il ne va pas se révolter, bien au contraire, il va se morceler. Vous voyez le nombre de petits royaumes qui apparaissent, c'en est fini de l'unité du royaume géorgien et chacun, chaque petit roi, chaque petit prince, il va de son petit territoire. Vous avez tout en haut à gauche les Abkhaziens, puis les Mingriliens, les Imérétiens, puis les Karthiens, les Cachétiens. Alors ça, c'est le royaume originaire, avec, vous voyez au milieu, Tiflis. Tiflis, c'est Tbilissi en réalité.
et jusqu'à la mer Caspienne. Tout ça est totalement morcelé. La Géorgie est entrée en décadence. Et puis, il va y avoir un homme qui va remonter, en quelque sorte, ce royaume, qui va essayer de le ressusciter, de donner à la Géorgie une nouvelle unité. Et il part du centre. Tout est toujours parti du centre. Le royaume de Karth, le Kakheti, avec Tbilissi, que vous voyez là. Et cet homme, c'est Héraclius II, Héraclius II, qui fut donc un grand roi de Géorgie, un nationaliste convaincu, un chrétien orthodoxe convaincu, je ne voulais pas encore signaler, mais la Géorgie a adhéré à la religion orthodoxe très vite. Et donc, Héraclius II, qui entretiendra d'ailleurs, comme tous les dirigeants géorgiens, sauf peut-être les actuels, mais entretiendra toujours de très bonnes, d'excellentes relations avec tout le clergé orthodoxe. Héraclius II signe un traité très important. C'est le traité donc de Gergoyevsk, ou de Gergievsk, je ne sais, vous me pardonnerez, mais je n'ai pas fait l'effort d'apprendre la prononciation géorgienne. Et donc, en 1783, ce traité est signé avec la Russie. Avec Catherine II de Russie, c'est un traité de protection, parce que les Géorgiens craignent les Perses. Les Perses sont toujours là pour les envahir, et il y a une alliance militaire qui est scellée avec Catherine II de Russie. Hélas, Catherine II meurt, son successeur ne tient pas sa promesse. Ça fait partie des grands ressentiments qui existent entre la Géorgie et la Russie. On voit comme l'histoire est importante, parce que dans la mémoire d'un peuple, une trahison ne s'oublie pas forcément, de même que nous avons toujours un fond d'anglophobie à cause de Crécy et d'Azincourt et de la volonté de l'Angleterre de détruire la France et puis de Jeanne d'Arc qu'ils ont brûlée, bien sûr. Eh bien, chez les Géorgiens, il y a quand même si les principaux coupables sont les Perses ou les Turcs, ce sont eux les envahisseurs. Mais les Russes n'ont pas tenu parole et ne sont pas venus secourir les Géorgiens contre cette invasion perse de 1795. Et à la bataille de Ksanici, eh bien, les Perses vainquent l'armée géorgienne, pourtant si connue, mais le nombre était tellement disproportionné que ce n'était pas possible. Et encore aujourd'hui, vous voyez ces deux jeunes gens en costume d'époque qui célèbre l'anniversaire de cette bataille. C'est la mémoire de la Géorgie. C'est une mémoire chrétienne. Et donc, vous voyez la différence tout de même avec l'Ukraine. L'Ukraine et la Géorgie ont ce point commun que, comme je vous l'ai dit au début, que ce sont deux pays sur lesquels l'Europe et l'OTAN veulent mettre la main pour faire reculer la Russie. Alors,
Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est revenu? Parce que moi, mon ordinateur me donne une connexion parfaite, hein. Vous m'entendez, Antoine? Oui, je vous Voilà. entends parfaitement. Alors, vous pouvez reprendre. Je ne Non, sais je pas. reviens à combien de diapos en arrière? Alors, ils vont nous dire, les participants. Est-ce que Didier ou Marianne peuvent nous dire où est-ce que, à partir de quel moment vous n'avez plus entendu Antoine? Voilà, à partir d'Héraclius 2, je pense. Après la bataille. Après la bataille de D'accord, Kratsnanici, c'est ça? c'est ça. Voilà, bah, c'est à partir de là. Bon, donc je termine ou je vais là? Bah, je pense qu'il faut Bon, je reprends là. reprendre là. Donc, Je vous laisse. très bien. Eh bien, écoutez, pardon pour cette interruption, mais je n'en avais pas l'information puisque sur mon ordinateur, il y avait toujours une bonne connexion. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je reprends à partir de cette bataille de 1795, la bataille de Ksanizi. Et donc, je vous disais que les Perses avaient pu vaincre les Géorgiens au cours de cette bataille. Ils ont pris Tbilissi, qu'ils ont évidemment saccagé, et ce sont les Russes qui ne sont pas venus secourir les Perses, ou du moins ils l'ont fait avec plusieurs mois de retard, il était trop tard. Et dans la mémoire de la Géorgie, vous voyez deux jeunes gens en costume d'époque qui célèbrent cet anniversaire de cette tragédie de Ksanizi. Eh bien, les Géorgiens en voudront toujours aux Russes de ne pas avoir tenu parole alors qu'il y avait un traité d'alliance en bonne et due forme et un traité de secours. Et ensuite, dans la foulée, en 1803, une fois que les armées russes sont revenues, ont chassé les Perses, eh bien, la Géorgie a été annexée par la Russie. Pas complètement dans un premier temps, mais en grande partie, et petit à petit, tous les territoires géorgiens, rappelez-vous qu'on n'est pas encore dans l'unité géorgienne, qu'on l'a perdue quelques siècles auparavant, eh bien, petit à petit, tous les territoires géorgiens vont être annexés par la Russie. Et en 1918, voilà où en est la Géorgie. Elle est tout de même plus grande qu'actuellement, puisque vous voyez cette frontière au sud, dont elle perdra une partie des territoires. Mais c'est la Géorgie en 1921. En 1918, elle est plus grande que ça. Elle a proclamé son indépendance le 26 mai, jour aujourd'hui de fête d'indépendance. Et cette Géorgie va perdre, en réalité, entre ces années 18 et 21, toute une partie de son territoire. Regardez, vous avez le long de la mer Noire, c'est en grisé, la partie donnée à la Turquie par Lénine. Parce que la grande idée des soviétiques, des bolcheviks, c'est d'un jour être allié avec la Turquie qui deviendrait à son tour communiste. Illusion totale dans laquelle Mustafa Kemal, plus roublard que Lénine et ses sbires, eh bien, aura entretenu Lénine. C'est vrai que Mustafa Kemal était athée, Lénine le savait. Et donc, dans cet athéisme, pourquoi pas un jour le communisme? Mais la Turquie, elle, même si elle était athée, Mustafa Kemal l'avait construite sur l'islam malgré tout. Et donc, tout ce territoire a été donné pour faire plaisir à la Turquie. Et lorsque vous allez ensuite un petit peu plus à l'est, vous voyez en rouge territoire donné à l'Arménie. Et il est vrai que ce territoire donné à l'Arménie était peuplé majoritairement d'Arméniens. On bougeait les frontières allègrement, tout ça était dans l'Empire soviétique. Donc à l'époque, ça n'avait pas grandes conséquences, comme la Crimée, vous vous rappelez, donnée un jour à l'Ukraine contre toute raison par Nikita Khrouchtchev. Eh bien, là, c'est pareil, on transpose des territoires. Aujourd'hui, les conséquences sont considérables, puisque les frontières sont censées être intangibles. Mais l'actualité récente nous montre que pas toujours, finalement. Alors ensuite, un peu plus à l'est, vous avez les territoires donnés aux Azéris, parce que peuplés majoritairement d'Azéris, et puis au nord, en vert, des territoires donnés à la Russie, ou pris par la Russie, soyons clairs, et vous avez notamment le long de la mer Noire, là tout à fait au nord-ouest, le territoire au nord de l'Abkhazie, dont on va parler tout à l'heure, avec notamment la ville de Sotchi, très importante. C'est là où il y a eu les Jeux olympiques d'hiver, du temps où Poutine n'était pas mis au banc du monde, et c'est là aussi où se passent beaucoup de conférences internationales, beaucoup de rencontres entre Poutine et ses alliés ou adversaires, enfin bref, beaucoup de rencontres diplomatiques
dans une station balnéaire le long de la mer Noire. En tout cas, vous voyez l'amputation considérable du territoire géorgien. Et donc aujourd'hui, nous avons la situation actuelle, une petite Géorgie bordée au sud par la Turquie, par l'Arménie, par l'Azerbaïdjan et au nord par la Russie. Elle a un tout petit accès à la mer Caspienne que vous voyez tout en bas à droite et puis un beaucoup plus grand à la mer Noire. Et vous voyez mis bien en exergue au nord-ouest l'Abkhazie, qui est aujourd'hui donc un territoire indépendant de la Géorgie. On va y revenir, c'est la grande invasion russe de 2008. L'Ossétie du Sud, que vous voyez tout à fait au nord, et qui est également devenue indépendante. Et en dessous, tout à fait en bas, à gauche, l'Adjarie, donc au sud-ouest, l'Adjarie, avec Batoum, qui, elle, a voulu avoir son indépendance, mais étant donné que les Turcs n'ont pas osé la soutenir et que c'était trop loin pour la Russie, eh bien l'Adjarie, elle, a réintégré le giron géorgien. Mais vous voyez toutes les forces centrifuges auxquelles la Géorgie doit faire face. Alors, je vous l'ai dit, en 1991, c'est l'indépendance. 26 mai 1991, l'Empire soviétique a éclaté et l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie se réunissent pour savoir s'ils font une confédération en commun ou pas. Ils tentent de faire cette confédération et puis il y a des désaccords, il y a même des combats sporadiques entre Géorgiens et Arméniens sur des querelles de territoire et donc l'affaire ne se fait pas. Donc chacun prend son indépendance et la Géorgie commence une nouvelle vie en 1991. C'est le grand éclatement de l'Empire soviétique, affaire que nous connaissons bien. Le premier président géorgien, c'est lui, Zviad Gamsakhurdia. Ses partisans s'appelleront les Zviadistes, donc on peut l'appeler par son prénom, Zviad. Alors il y a une constante absolue entre la Géorgie et l'Ukraine. Et les deux histoires commencent à se rapprocher, alors que vous voyez à quel point elles étaient différentes. Autant au moment des croisades, l'Ukraine, ce n'est rien. Autant au moment des croisades, la Géorgie, c'est un très grand royaume qui participe à la construction du monastère Sainte-Catherine, enfin pas le premier, et qui règne sur le monde chrétien de façon très importante. Le royaume géorgien est connu dans le monde chrétien. Et donc, ensuite, on pourrait penser qu'il y aurait des différences entre les uns et les autres, mais non, il n'y a pas tant de différences que ça, c'est-à-dire que les gouvernements, les présidents géorgiens successifs seront tous atteints de deux maux terribles, l'autoritarisme et la corruption. Ils ne pourront pas s'empêcher de multiplier les prisonniers politiques, les répressions, les assassinats, les disparitions, les enlèvements, tous autant qu'ils sont, qu'ils soient pro-occidentaux ou pas, comme en Ukraine d'ailleurs. Et alors cet homme, Zviad Gamsakhurdia, très vite, va révéler un pouvoir autoritaire extrêmement fort. Pourtant, à l'époque soviétique, c'était un dissident. C'était un dissident géorgien, chrétien, qui se battait contre les communistes. On pouvait penser qu'il allait régner pour le bien de tous, pour le bien commun. Que nenni. Il va en fait régner pour lui de façon autoritaire, despotique et en étant totalement corrompu. Alors la guerre civile éclate. Une guerre civile dès 1991. Et il va y avoir 4 fronts différents. Vous allez avoir les Abkhazes, tout à fait au nord-ouest, donc devenus indépendants depuis, comme je vous l'ai dit. Les Abkhazes, eux, veulent déjà leur indépendance. Il n'y a pas beaucoup de Géorgiens en Abkhazie. Il y en a peut-être 10-15%, guère plus. Ce sont des Russes. Il y avait beaucoup de musulmans à une époque, mais les tsars les ont déportés. C'était des Tcherkesses. Ils ont été déportés dans l'Empire ottoman. Bon. Et donc, ce sont des russophones chrétiens dans leur majorité, mais il reste quand même des musulmans, il reste quand même des Géorgiens. Bref, ils veulent quand même leur indépendance. Vous avez à côté une région qui n'est pas en tant que telle une région différente de la Géorgie, mais c'est là que les partisans de Zviad se réunissent et luttent contre tous les autres pour essayer de sauvegarder le pouvoir de Zviad. Vous avez l'Ossétie du Sud, que vous voyez tout à fait au nord de la Géorgie et qui est donc séparée de l'Ossétie du Nord par cette chaîne caucasienne que nous connaissons. Et cette Ossétie du Sud, peuplée d'Ossètes, et donc très russophone également, veut également son indépendance. Et puis tout en bas à gauche, l'Adjarie, dont je vous ai parlé, qui tant qu'à faire se lance également dans la guerre, à un dirigeant plutôt soutenu musulman, mais plutôt soutenu
par Moscou et par les Turcs, qui veut également son indépendance. Vous avez une guerre civile improbable qui fera des dizaines de milliers de morts dans ce tout petit pays de 4 millions d'habitants, vous vous rendez compte? Eh bien, ils vont s'étriper tous les uns les autres. Et pendant des mois, tout au long de 1991, vous avez cette guerre civile qui éclate. Et donc, Zviad s'en va, il s'enfuit dans un village géorgien où on le retrouvera opportunément suicidé. Bien, alors, la suite, c'est Édouard Shevardnadze. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de cet homme. Il fut très important, communiste pur et dur. C'est lui qui avait été nommé, c'est un Géorgien d'origine, Shevardnadze, tout ce qui se finit par Zé ou Jvili, ce sont des Géorgiens. Il n'y a que le prénom Édouard qui est plus rare en Géorgie. Eh bien, Shevardnadze, donc, fut le premier secrétaire du Parti communiste de Géorgie pendant très longtemps. Il était chargé de remettre de l'ordre dans cette Géorgie qui était toujours un peu turbulente. Je ne vous ai pas parlé de Staline et Beria, parce que ce sont de tristes individus, puis ça n'a pas de conséquences maintenant. Mais Staline et Beria étaient géorgiens. Donc les Géorgiens, paradoxalement, avaient une certaine fierté d'avoir deux représentants de leur pays qui régnaient en maître sur le Kremlin, sans avoir encore peut-être réalisé que c'est fait partie des deux plus grands tueurs de l'histoire, le duo abominable Staline-Beria. Et pourtant, les Géorgiens ont beaucoup souffert dans les années 20-30 de la répression bolchevique. Les paysans, notamment, ont, comme en Ukraine, été largement massacrés. Bref, Shevardnadze revient, et lui, c'est un peu miraculeux qu'il revienne, parce qu'il a cette image de bolchevique, et la Géorgie veut tourner la page. Mais il a très bien su prendre le vent, il a très bien su faire oublier qu'il était communiste. Il fut, notez-le bien, le dernier ministre des Affaires étrangères de Mikhail Gorbatchev. Et on le voit signer des accords avec Gorbatchev, avec James Baker, le secrétaire d'État américain, sur la réunification de l'Allemagne, par exemple. Il fallait passer par la Russie, forcément, parce que l'Allemagne de l'Est avait un statut particulier. Et donc, Shevardnadze était au cœur du pouvoir déclinant de l'Union soviétique. Et donc, en 1992, eh bien, il crée son parti, Zviad est chassé, il y a une élection, et Shevardnadze, qui a tout de même la réputation d'être un homme, un communiste à visage humain, en quelque sorte, devient dirigeant de la Géorgie. Hélas, il fera comme les autres, il sera corrompu et autoritaire. Alors l'Amérique comprend qu'il y a quelque chose à faire. Comme en Ukraine, de la même façon, l'Amérique place ses pions, avec notamment l'USAID. L'USAID, c'est un organisme d'entraide qui avait été fondé dans les années 60 par Kennedy, et c'est ça qui permet à l'Amérique de petit à petit infiltrer un pays par le biais de l'aide humanitaire. Des gens spécialisés dans l'aide humanitaire sont opportunément une carte de la CIA à côté. Et l'USAID, on n'en parle pas assez, c'est souvent la pointe avancée de l'Amérique dans un pays. Évidemment, l'Amérique a compris que la Géorgie était largement russophobe à cause d'un passé douloureux et compliqué, comme une partie de l'Ukraine, pas toute l'Ukraine, mais une bonne partie de l'Ukraine. Et donc, ce sont peut-être avec les pays baltes, mais les pays baltes, c'est fait. Ils ont intégré l'OTAN en 2004, donc ça, c'est bon. Et par contre, la Géorgie, tout près, là, entre l'Arménie et la Russie, c'est un endroit géopolitique merveilleux. Donc l'Amérique place ses pions, et l'inévitable et l'abominable Soros également. Et vous voyez là ces investissements qui ont été faits dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, jusqu'à qu'un pouvoir pro-occidental arrive avec Saakashvili, on va y venir tout de suite. Eh bien, vous voyez l'argent que Soros investit en Géorgie pour préparer ce qu'on a appelé les révolutions de couleur. Et c'est ce qui se passe en 2003, la révolution des roses. Vous vous rappelez la révolution orange d'Ukraine, financée par Soros, où on a retrouvé toute l'Amérique, la CIA, le secrétaire d'État, l'envoyé Victoria Nuland, l'envoyée américaine, Bernard-Henri Lévy, inévitable. Eh bien, il se passe exactement la même chose en 2003. Il faut chasser Shevardnadze. On ne sait pas qu'il était sympathique, hein, je ne vais pas le défendre, loin de là. Mais cette révolution des roses, qui vient donc presque en même temps que la révolution orange, qui vient après la révolution des tulipes en Asie centrale, comme par hasard, et qui vient également après une autre révolution de couleur en Serbie. Eh bien, tout ça financé
par l'argent de Soros. Je crois qu'un jour, je préparerai une conférence spéciale sur Soros parce que on a tendance à écarter d'un revers de la main son rôle en disant c'est du complotisme. Mais non, chers amis, c'est pas du complotisme. C'est incroyable l'influence que cet homme, avec ses milliards, aura eu sur la mondialisation. Quoi qu'il en soit, voyez d'ailleurs dans cette révolution des roses les drapeaux américains qui fleurissent. Ce n'est pas simplement l'influence de la CIA, c'est que la Géorgie, les dirigeants géorgiens, et en particulier cet homme, Saakashvili, qui va, grâce à ça, prendre le pouvoir. Vous le voyez ici, reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, c'est son triomphe. Eh bien, cet homme, Saakashvili, va résolument se tourner vers l'Occident. Alors, Shevardnadze avait commencé à le faire, mais Shevardnadze voulait garder un équilibre avec la Russie. Et Saakashvili, qui sera tout aussi autoritaire, finalement, il décevra beaucoup les Occidentaux. Il fera tuer autant de gens que son prédécesseur et que ses successeurs. Il tirera sur les manifestants de la même façon et il aura également donc des centaines de morts à son actif. Et quant au niveau de la corruption, alors là, ça atteindra des sommets. Mais ça n'intéresse pas les Occidentaux. Ce qui est important, les Occidentaux, c'est que Saakashvili se tourne vers eux, et notamment vers l'OTAN. Et c'est sous sa présidence qu'en 2008, il y aura le sommet de Bucarest. Et au cours de ce sommet de Bucarest, Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine, eh bien, annonce l'entrée prochaine de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Et il faut que la France et l'Allemagne se dressent contre cette décision. Ils n'étaient pas prévenus, premièrement, et ensuite, ils ont dit « vous êtes fous de faire ça, c'est la guerre avec la Russie ». C'était du temps où on avait encore un tout petit chouïa, à peine de diplomatie indépendante avec l'Allemagne pour résister au diktat américain. Et donc la France et l'Allemagne ont bloqué en 2008 les préparatifs de l'entrée de l'OTAN en Géorgie et en Ukraine. Nul doute qu'à ce moment-là, Poutine aurait évidemment envahi l'Ukraine parce que ça, c'était inacceptable. La cause de la guerre d'aujourd'hui, une des causes de la guerre d'aujourd'hui, c'est évidemment le potentiel entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et éventuellement de la Géorgie aussi. Donc Saakashvili est président de 2004 à 2013. Et donc sa présidence se passe comme prévu. C'est un bon soldat de l'Amérique. Il a fait une partie de sa carrière aux États-Unis. Il a été à l'université là-bas. Ce sera plus tard, il aura un destin incroyable. Ce sera une sorte de globe-trotter, pardon pour l'anglicisme, on va dire de grand voyageur, puisque lorsqu'il est chassé du pouvoir en 2013, il va, figurez-vous, se réfugier en Ukraine. Il perd la nationalité géorgienne, on lui donne gentiment la nationalité ukrainienne, et là, il devient, et je vous l'avais dit au moment sur l'Ukraine, mais c'est toujours bon de rappeler les choses, le gouverneur d'Odessa. Incroyable destin. Et ensuite, il se fâche avec le président Porochenko, il le traite de corrompu, ils se traitent mutuellement de corrompu, de toute façon les deux le sont, donc il n'y a pas d'histoire, et il finit en 2013, après une nouvelle errance en Hollande, aux États-Unis, pour approvisionner son compte en banque, eh bien, il revient en Géorgie très récemment, en 2021, pour essayer de faire basculer les élections de son côté. Simplement, il est arrêté et mis en prison parce que dans l'intervalle, il a cru qu'il arriverait à faire un mouvement populaire exceptionnel, mais sa corruption et son autoritarisme ont laissé un trop mauvais souvenir. Et il avait été condamné notamment parce qu'en 2007, il avait provoqué des répressions, il avait organisé une répression d'émeutes qui avait fait plusieurs morts. Et donc, il était poursuivi par des gens qui ne valent d'ailleurs pas mieux que lui, rassurez-vous. La médiocrité du personnel politique géorgien comme ukrainien est absolument accablante. La Géorgie mérite tout de même mieux. Mais c'est ainsi. Et aujourd'hui, il croupit en prison et probablement pour longtemps parce que, indépendamment de sa culpabilité personnelle, il y a, vous vous en doutez bien, des règlements de compte politiques très forts. Donc, Saakashvili reçoit Bush et en 2008, alors que Poutine est occupé en plein été aux Jeux Olympiques de Pékin, eh bien, il lance une attaque contre l'Ossétie du Sud. Je vous ai montré tout à l'heure la carte au nord de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Pourquoi attaque-t-il l'Ossétie du Sud? Eh bien parce qu'à l'issue de cette guerre civile de 1991 dont on a parlé, eh bien l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud proclament leur autonomie, pas leur indépendance, leur autonomie. Et donc, soutenu par la Russie, bien évidemment, il y a donc des soldats russes tant en Abkhazie qu'en Ossétie du Sud.
Et donc, c'est insupportable pour les Géorgiens. On peut le comprendre d'ailleurs, parce que originellement, même si ce sont des territoires russophones, ça fait quand même partie du vieux royaume géorgien. Mais il y a toujours eu une autonomie. D'ailleurs, du temps de l'URSS, l'Ossétie du Sud, comme l'Abkhazie, étaient des républiques autonomes au sein de la République socialiste soviétique de Géorgie. Donc tout ça ne vient pas non plus du hasard pur, ça n'est pas du tout artificiel. Il y a une vraie identité différente de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud par rapport à la Géorgie. Quoi qu'il en soit, Saakashvili a reçu George Bush, il est aux portes de l'entrée de l'OTAN, du moins l'espère-t-il, il aimerait bien entrer dans l'Union européenne, il l'a fait savoir, et profitant de l'absence de Poutine aux Jeux olympiques de Pékin, il lance ses commandos à l'attaque de l'Ossétie du Sud. Et malheur pour lui, les premiers tués dans cette attaque, ce sont des soldats russes qui étaient là en force d'interposition, en réalité de protection de l'Ossétie du Sud. Ils sont surpris par l'attaque et vous avez une dizaine de soldats russes tués par les commandos géorgiens que vous voyez là avec leur joli drapeau avec une croix rouge. Donc, dans la foulée, l'Ossétie est attaquée, la capitale est bombardée. Poutine apprend ça alors qu'il est aux Jeux olympiques, il est furieux, il va trouver George Bush qui est 3 gradins plus loin, c'est l'avantage des Jeux olympiques, et il lui dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'Ossétie du Sud est attaquée, c'est la guerre ». Et Bush lui répond, royal, « oh, comment ça? Mais nous n'avons pas besoin de guerre en ce moment ». Et donc cette phrase est merveilleuse, bien digne de George Bush, qui ne brillait guère par son intelligence, comme vous le savez. Quoi qu'il en soit, le mystère reste entier. Est-ce que les Américains ont dit à la Géorgie d'attaquer? Est-ce qu'ils ont laissé faire? Est-ce que Saakashvili a cru que les Américains seraient d'accord? Tout ça est dans le non-dit, dans l'officieux. Le saura-t-on un jour? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, la riposte russe est foudroyante. En 5 jours, les chars russes remontent et vont écraser évidemment l'armée géorgienne. Là, déjà, en Ukraine, au bout de 2 semaines, ils ont pris une grande partie des territoires. Vous imaginez la Géorgie avec une armée valeureuse, certes, mais quand même toute petite, le rouleau compresseur russe, en 5 jours, écrase l'armée géorgienne. Et une histoire très importante se passe à ce moment-là, figurez-vous. Vous voyez tout à fait au nord, vous avez l'Ossétie du Sud et juste au-dessus, l'Ossétie du Nord. Et entre les deux, j'ai fini par trouver une carte où ce tunnel essentiel est important, le tunnel de Rocky. Parce que, comme vous l'avez vu, ce sont de très hautes montagnes. Et donc, il y a des tunnels pour passer d'Ossétie du Nord à Ossétie du Sud. En fait, il y en a un. Il y a un grand tunnel, le tunnel de Rocky. Et quand, en août, nous sommes donc toujours en août, les chars russes commencent à emprunter ce tunnel pour descendre en Ossétie du Sud, eh bien, réunion de crise au Pentagone. Et là, au Pentagone, non, à la Maison-Blanche, dans le bureau de George Bush. Vous avez là le président, le déchaîné néoconservateur Dick Cheney, et puis les huiles du Pentagone, et puis d'autres, le secrétaire d'État, etc. Et donc tout ce petit monde se réunit. Que fait-on? Que fait-on? La Géorgie est notre allié. On a beaucoup, beaucoup investi là-bas. Que fait-on? Et Dick Cheney, néoconservateur déchaîné, propose de bombarder le tunnel de Rocky. Rien moins que cela. Et donc le Pentagone est très ennuyé, dit oui, c'est sûr que, mais on bloque le tunnel, donc les Russes ne pourront pas venir. Alors, ils viendront en avion, en hélicoptère, mais ils ne pourront plus envoyer leurs chars comme ça. On va retarder, mais finalement l'issue de la guerre est quand même définitive. Et George Bush pose la question, mais est-ce qu'on va tuer des Russes? Et le Pentagone dit, bien évidemment, on va tuer des Russes. Il y a un trafic absolument incessant dans ce tunnel de Rocky, et donc des soldats russes mourront de bombes américaines. Et George Bush, pour une fois intelligent, dit, eh bien, je ne serai pas l'homme de la Troisième Guerre mondiale. Il renvoie Dick Cheney et les néoconservateurs à leurs chères études, et le tunnel de Rocky n'est pas bombardé, et les Russes mettent à la raison l'armée géorgienne. Nicolas Sarkozy entre en scène, parce que figurez-vous, heureux hasard, c'est lui qui est président de l'Europe à ce moment-là. Décidément, ils ont bien de la chance, nos présidents, les 2 présidents de l'Europe, dans les grands moments. Alors, il n'était pas en campagne, lui, le sujet est un tout petit peu différent. Et donc, Sarkozy se précipite à Tbilissi, discuter avec Saakashvili, que vous voyez là sur la gauche, très content de lui, mais en réalité, le but de Sarkozy est très simple, convaincre Poutine de ne pas envoyer ses chars à Tbilissi et de ne pas annexer totalement la Géorgie. Alors là, c'est comme Macron et Poutine, que se sont-ils dit? On ne sait pas tout. Est-ce que
vraiment il a convaincu Poutine de ne pas y aller? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Poutine n'a pas été au bout et les chars russes ne sont pas entrés dans Tbilissi. Ils sont restés sagement, ils ont fait demi-tour et ils sont restés sagement en Abkhazie, en Ossétie du Sud, qui ont chacun proclamé leur indépendance, reconnue par la Russie. Et donc, personne dans le monde, évidemment, ne reconnaît ces indépendances, à part quelques fidèles alliés de la Russie, comme le Venezuela ou le Nicaragua. Mais globalement, personne n'a reconnu ces indépendances, mais ces pays vivent en réalité comme s'ils appartenaient à la Russie. Quoi qu'il en soit, on s'est toujours demandé est-ce que Poutine avait l'intention de prendre Tbilissi ou pas? Nous n'avons pas de réponse à cette question. Moi, je pense que c'est peu probable parce qu'il connaissait l'opposition très forte des Géorgiens de Tbilissi et de l'ensemble des Géorgiens, en dehors de certains territoires du Nord, de l'opposition très forte à la Russie. Et je pense que cette occupation, surtout connaissant le tempérament géorgien, ça aurait été très compliqué à mener. Alors Saakashvili, du coup, il veut consolider ses alliances. Alors il reçoit tout le monde, et il voit tout le monde, et il reçoit très vite Joe Biden, vous le reconnaissez, là en haut à droite, dès 2009, vient lui rendre visite pour le consoler du lâchage américain. Et puis il reçoit Hillary Clinton, qui vient assurer la Géorgie du soutien indéfectible de l'Amérique. Et puis même Donald Trump se rend visite à Saakashvili. Tout le monde se succède. La Géorgie reste un pion de l'Amérique. Et aujourd'hui, nous avons comme présidente une femme qui s'appelle Salomé Zourabichvili. Elle a une particularité, cette femme, c'est qu'elle est française, figurez-vous. Elle a fait ses études à Sciences Po, option relations internationales, et ensuite elle fut employée de l'OTAN, de l'ONU et ambassadrice de France. Jacques Chirac la nommera ambassadrice de France en Géorgie. Elle est d'origine géorgienne, comme son nom l'indique, je vous l'ai dit, c'est Zéouchvili. Et donc, en tant que Jvili, Salomé Zourabichvili, elle est donc d'origine géorgienne, ce fut donc une ambassadrice de France, et puis petit à petit, elle se prend au jeu de la politique, et elle demande à Jacques Chirac l'autorisation de devenir ministre des Affaires étrangères géorgienne. Donc, il faut que la France la raye de ses cadres, etc., ce qu'elle fait avec une facilité déconcertante. En réalité, c'est à la demande des Américains. C'est un pion de plus. Elle fut employée de l'OTAN. Donc, elle est extrêmement proche des Américains, extrêmement proche des Occidentaux, de l'Union européenne, et donc ça fera une très bonne ministre des Affaires étrangères. Et puis ensuite, elle est devenue présidente de Géorgie. Et c'est l'actuelle présidente de la Géorgie. Donc, inutile de vous dire que l'ancrage pro-occidental et pro-OTAN de la Géorgie n'est pas prêt de s'arrêter avec une femme au CV pareil. Cela étant, ce n'est pas elle qui dirige tout, parce que dans les réformes constitutionnelles successives de la Géorgie dont je vous ai fait grâce, parce que sur le plan géopolitique, c'est quand même pas le plus important, eh bien, il faut tout de même savoir que la présidence de la République est beaucoup moins importante aujourd'hui en Géorgie qu'auparavant, et c'est plutôt l'Assemblée qui dirige, ce qui permet les combinaisons et les corruptions les plus extravagantes. Parce que dans tout ça, il y a un homme dont on parle peu, et on devrait en parler plus. Elle, c'est la vitrine. Lui, c'est la réalité du pouvoir. Bidzina Ivanishvili, une des plus grandes fortunes du monde. Il a été jusqu'à la 120e fortune du monde. Il a fait fortune au début dans l'informatique et puis ensuite dans la métallurgie. Et c'est un homme qui réussit l'exploit d'être à la fois proche des Russes et proche des Occidentaux. Sa fortune personnelle équivaut, tenez-vous bien, à 40% du PNB géorgien. 40%. C'est lui, en réalité, qui dirige. Il a été Premier ministre pendant une année, 92-93, ou 2002-2003, je ne sais plus, peu importe. Il a été Premier ministre une année, il a compris que ce n'était pas très intéressant et qu'il valait mieux continuer à tirer les ficelles dans l'ombre. Alors, dans l'ombre, une ombre à la façon d'un milliardaire un peu voyant. Et donc, il a son parti politique, ses ministres, et c'est lui qui fait et défait les gouvernements. Alors, il fait attention avec la Russie. C'est pour ça que la Russie, qui a un œil extrêmement attentif, acéré sur la Géorgie, surtout depuis l'invasion de 2008, il ne s'agit pas de recommencer à envahir l'Ossétie et l'Abkhazie, parce que là, pour le coup, est-ce que la Russie ne serait pas tentée d'envahir la totalité de la Géorgie pour la punir? Donc,
de ce point de vue-là, on se tient à carreau. Mais parallèlement, Bidzina Ivanishvili, comme notre bonne présidente d'origine française, eh bien, multiplie les appels du pied pour adhérer à l'Union européenne et pour entrer dans l'OTAN. Alors l'OTAN, ils se sont fait une raison, et puis les derniers événements montrent que si une quelconque velléité otanesque arrive sur la Géorgie, l'invasion sera immédiate, et vous vous en doutez, ce sera beaucoup moins compliqué que l'Ukraine. Donc ça, ils ne le feront pas. Par contre, ils multiplient les appels du pied pour adhérer à l'Union européenne. L'Union européenne n'en veut pas, surtout pas. Le niveau de vie est tellement loin, comme l'Ukraine. Alors la Géorgie fonctionne un peu mieux que l'Ukraine, peut-être grâce à son passé, grâce à son patrimoine, sa culture infiniment plus grande qu'en Ukraine, et son unité aussi. L'Ukraine est coupée en deux entre occidentaux et russophones. La Géorgie a une meilleure homogénéité. Cela étant, les Européens, tout de même, pour ne pas perdre leurs investissements, beaucoup d'investissements ont été faits, et sous la pression de l'Amérique, vous savez que nous n'avons plus d'autonomie diplomatique, ont des accords particuliers avec la Géorgie. Ils ont des accords particuliers avec les Géorgies, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan purement économique. Et nous fournissons une aide assez conséquente à la Géorgie, et Bidzina Ivanishvili y veille. Mais vous pensez, un homme qui tient 40% du PNB d'un pays, est-ce que vraiment c'est sérieux? Est-ce que la Géorgie, aujourd'hui, est un pays? C'est en réalité un jeu de concurrence géopolitique. Bien sûr qu'il y a une unité géorgienne. Et l'Église y veille. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de l'Église géorgienne, mais on l'a accusée d'être russophone à certains moments. C'est vrai qu'il y a des contacts étroits entre le patriarcat de Tbilissi et celui de Moscou. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que les Géorgiens sont très nationalistes. Et ça, c'est une différence certaine avec l'Ukraine, beaucoup plus morcelée, beaucoup plus partagée entre ces deux pôles qui, au fond, ne s'aiment pas beaucoup. Et donc, la Géorgie, si vous mettez de côté l'Abkhazie, que vous voyez là, et l'Ossétie du Nord, eh bien, pour le reste, il y a une certaine homogénéité. Même s'il y a aussi une communauté arménienne, au-dessus de l'Arménie, qui reste importante, communauté azérie à côté de l'Azerbaïdjan, même s'il y a encore des turcophones du côté de Batoum, globalement, c'est un pays assez homogène. Et donc, cette influence qu'a l'Occident peut être payée de retour de façon intéressante pour faire une sorte de, pas de glacis, mais pas loin, face à la Russie. Et la Russie pourrait s'en contenter. Elle pourrait s'en contenter si la Géorgie n'adhère pas à l'OTAN, n'adhère pas à l'Union européenne, des petits traités comme ci, comme ça, d'accord, de ci, de là, allons-y, mais certainement pas une adhésion complète. Et puis de toute façon, l'Europe n'en voudrait pas, parce que même à l'échelle de la Géorgie, même à l'échelle de ces 4 millions d'habitants, eh bien ça coûterait une fortune. Et donc le souvenir grec est dans toutes les mémoires, et pourtant le niveau de vie de la Grèce était bien plus élevé que le niveau de vie de la Géorgie. Et donc, vous voyez là une des raisons pour laquelle la Géorgie reste un pion très important. Au-delà de ces données géopolitiques, au-delà de cette concurrence russo-américaine, au-delà de ce souci occidental permanent d'encercler la Russie, de contenir son influence, l'Amérique là, applique ses règles géopolitiques que Brzezinski a rappelées. Et d'ailleurs, notre bonne Salomé, la présidente actuelle, fut l'élève aux États-Unis de Brzezinski à l'université, c'est dire. Et Brzezinski, c'est l'homme qui inspire les néoconservateurs, et c'est l'homme qui dit contenir la Russie doit rester une obsession. Il parle longuement dans son livre de l'Ukraine, mais aussi de la Géorgie. Et là, vous voyez, on a appliqué à la lettre ces consignes. Faire de la Géorgie un relais très important, notamment pour le passage du gaz et du pétrole. Vous savez que l'Azerbaïdjan est un gros producteur de gaz et de pétrole grâce à sa position sur la mer Caspienne, par le terminal pétrolier de Bakou. Et on a construit des gazoducs et des oléoducs. Alors vous voyez ceux qui partent vers le nord, ça date de l'époque soviétique, du temps où l'Azerbaïdjan faisait partie de l'Union soviétique. Et donc en remontant vers le nord, il y avait le gaz et le pétrole azéri qui allaient alimenter l'Union soviétique. Mais vous avez aussi, et ça c'est très intéressant, les gazoducs et oléoducs qui contournent l'Arménie, elle, ennemie absolue, qui passent par la Géorgie et qui redescendent ensuite par la Turquie. La Turquie n'a pas de pétrole, vous le savez, et donc on descend vers Seyhan, le grand complexe gazo-pétrolier turc,
Et là, vous avez ce gazoduc qui s'appelle BTC, enfin gazoducs sont toujours doublés d'oléoducs, hein, donc ce sont les deux, et qui s'appelle BTC. Et vous voyez avec quel soin on a contourné l'Arménie. Alors c'était compliqué à construire parce que vous savez tout ça est très montagneux, mais l'Arménie, coupable d'être pas assez occidentale, d'être trop proche des Russes, eh bien on la met de côté. C'est l'anti-Arménie. Et Géorgiens et Arméniens ne s'aiment pas tant que ça. Pourtant, deux royaumes chrétiens, deux anciens très grands royaumes chrétiens, mais outre le fait qu'ils n'appartiennent plus à la même église, ils ont été en concurrence, ils se sont fait la guerre, et puis ce sont deux ethnies vraiment différentes. Un Arménien et un Géorgien, ce n'est vraiment pas la même chose. Alors l'Arménie est restée arménienne et proche des Russes, même si les Russes n'ont peut-être pas suffisamment aidé au moment de la guerre du Haut-Karabakh, gagnée par l'Azerbaïdjan grâce aux drones turcs et grâce donc à l'argent du pétrole et du gaz, ben cette Arménie reste quand même ancrée en Russie parce que la Russie a envoyé des hommes là-bas qui sont garants de sa sécurité. Et vous voyez, quand on regarde cette carte, on se dit que la Turquie et l'Azerbaïdjan n'ont qu'un rêve, un jour, supprimer l'Arménie, la rayer de la carte. Et la Géorgie sert d'anti-Arménie, et vous voyez ce contournement par le nord de ces gazoducs et oléoducs. Et donc, pour les Occidentaux, comme pour les Turcs, comme pour les Azéris, ça reste un poste extraordinaire de lutte contre tout ce qui est russe ou pro-russe, comme l'Arménie. Voilà pourquoi la Géorgie reste un pion américain essentiel. Et aujourd'hui, elle est en quelque sorte à la croisée des chemins. C'est-à-dire, soit elle continue ses efforts vers l'Union européenne au risque de fâcher la Russie, et la Russie en ce moment, ça ne vous a pas caché, ça ne vous a pas échappé, est particulièrement nerveuse, susceptible, et donc susceptible d'envahir la Géorgie à tout moment, et on sait que l'Amérique ne bougera pas maintenant. Donc, elle peut prendre ce chemin-là, elle peut prendre aussi un chemin plus raisonnable, moins pro-occidental, pour nouer en quelque sorte une alliance avec les Russes qui ne demandent qu'une chose, c'est assurance de ne pas entrer dans l'OTAN ni dans l'Europe, et en même temps, tout comme en Ukraine, c'était la demande initiale, maintenant on ne sait plus quelles seront leurs demandes, mais démilitarisation, finlandisation en quelque sorte de la Géorgie, ce qui au fond ne changerait pas grand-chose au destin de la Géorgie, lui permettrait de nouer une relation plus amicale avec la Russie, ce qui serait beaucoup plus sage. Alors la Géorgie, c'est un beau royaume, ce fut un beau royaume, et aujourd'hui, comme l'Ukraine, il est navrant de voir qu'elle est dirigée depuis l'indépendance, sans aucun personnage attachant, sympathique, par une bande de malfrats, sanguinaires, tous plus corrompus les uns que les autres. Le pire étant de loin Saakachvili, qui fut le héros de l'Occident et reçu dans toutes les chancelleries occidentales. Et c'est ça qui est dramatique, l'aveuglement de l'Occident sur la réalité de ses pouvoirs successifs. C'est comme aujourd'hui le Zelensky, le dirigeant ukrainien, dont la corruption gigantesque était connue de tous, mais peu importe, on n'en parle pas, on préfère raconter des fables sur des bombardements de maternité truqués, on se croirait revenu aux belles heures de la guerre en Syrie ou de la guerre au Kosovo. L'Occident, en matière de désinformation, est quand même champion du monde. Et donc, cette pauvre Géorgie peut échapper à ça, mais pour l'instant, il n'y a aucun espoir, car sa classe politique est viscéralement corrompue. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était tout de même un beau voyage dans ce qui fut un beau royaume. Moi, j'ai été très heureux en travaillant la Géorgie pour vous, d'apprendre qu'ils avaient eu un rôle chrétien aussi important que je ne soupçonnais pas, notamment avec ce mont Sinaï et ce monastère Sainte-Catherine, qui reste un des plus beaux lieux de pèlerinage au monde. Et sur le plan géopolitique, ce pion arménien, malgré les milliards de Soros et malgré tous les agents de la CIA qui peuplent la Géorgie, eh bien pour l'instant n'a pas basculé, mais il ne nous a pas échappé une chose, c'est que Poutine a dû l'envahir en 2008. Et l'histoire aujourd'hui se répète un peu, c'est pour ça que c'était important de parler de la Géorgie, juste après avoir parlé de l'Ukraine. Je vous remercie de votre attention. Et alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je pense que c'est lié à la coupure. J'espère que ça ne vous a pas trop fait perdre. Tout le monde me dit oui, c'est-à-dire oui, vous avez perdu le contact. Alors, après la bataille 1795, alors heureusement, Odeya m'a appelé pour me dire que c'était à ce moment-là,
Et donc, tous les messages vont dans ce sens. Donc, j'espère que vous avez pu tout récupérer. Je pense que oui. Et j'ai de très nombreux messages qui me disent tout ça. Et il n'y a pas de questions apparemment. Si je vois qu'un monsieur est en train de taper, qu'une dame est en train de taper. Mais taper quoi? Je vais attendre, on n'est pas à 5 minutes, n'est-ce pas? Et donc, on va attendre voir s'il y a d'autres questions. Une dame me dit très gentiment bonjour de Toulon. Ça, c'est très gentil parce que j'étais effectivement à Toulon la semaine dernière où je donnais une conférence sur l'Ukraine, justement. Alors, plus de son depuis 3 ou 4 minutes, ça j'ai vu. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, non. Tout a été très bien rattrapé, me dit un monsieur, que j'ai vu à Toulon d'ailleurs. Bonjour monsieur. Tout a été bien rattrapé, merci. À bientôt au Liban. Oui, nous avons un voyage au Liban au mois de mai. Ce sera un plaisir de vous y retrouver. Et une dame me remercie pour cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Il y en a une 5e à venir et nous discutons avec Odeya pour savoir quel serait le sujet. Odeya m'avait demandé une actualisation de la situation au Liban et en Syrie. Pourquoi pas? Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On peut en effet parfaitement envisager ça, mais peut-être qu'une conférence sur l'Ukraine vous satisferait davantage. Ça dépend si la guerre est finie ou pas. Si on est encore en pleine guerre, ça n'a pas de sens parce que n'étant pas membre des services secrets, je n'ai pas d'informations particulières sur les données militaires. Et donc, pour tirer les leçons d'un conflit, il faut qu'il soit terminé. Donc, il faut que là-dessus qu'on attende. Mais donc, attendez-vous à un éventuel changement de programme sans que ce soit quelque chose. Une dame me dit oui, l'Ukraine, sans doute l'Ukraine, ce serait bien. Et un monsieur très gentil me dit que mes exposés sont très bien. C'est vraiment très, très gentil. En tout cas, apparemment, vous préférez l'Ukraine au Liban et à la Syrie. Il n'y a aucun problème, mais encore une fois, il faut que les opérations militaires soient terminées. Parce que là, aujourd'hui, par rapport au mois dernier, vous sentez bien que je serais bien embarrassé. Je pourrais développer les raisons pour lesquelles Poutine a envahi l'Ukraine, comme je l'ai fait d'ailleurs à Toulon jeudi. Mais au milieu des opérations militaires, au sein d'une désinformation absolument gigantesque, c'est très difficile de savoir. Certains disent que l'armée russe s'enlise au bout de 2 semaines d'un conflit qui occupe un pays plus grand que la France. C'est une blague. Et une dame me dit, sinon une présentation sur Soros. Oui, mais il faut que je travaille la question plus longuement. Donc Soros, ce sera pour l'année prochaine. Mais j'ai bien l'intention de faire ça. C'est vraiment important d'aller plus loin dans le génie malfaisant et financier de Soros, qui représente vraiment un des empires du mal actuel. Donc, nous allons réfléchir pour savoir ce qu'on traite. D'ici là, n'hésitez pas à envoyer des mails à Odeya pour dire ce que vous préférez, entre un point sur Liban-Syrie ou Ukraine. D'autres questions, je n'aurai pas le temps de les préparer, mais n'hésitez pas aussi à faire des suggestions parce que je suppose, si je ne suis pas mis à la porte par Odeya, ce qui m'étonnerait quand même un peu, nos relations sont excellentes, que l'année prochaine, ils me solliciteront pour quelques nouvelles conférences. Et Béatrice me dit que le Liban nous préoccupe aussi. Eh bien oui, moi aussi, ça me préoccupe beaucoup. Et la Syrie également, il se passe beaucoup de choses. Donc, on va réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à envoyer des mails pour faire une suggestion. Merci en tout cas de votre fidélité. Et c'est avec très grand plaisir que je vous retrouve dans 3 semaines sur un sujet donc qui reste à déterminer. Merci de votre fidélité et puis à très bientôt. Au revoir.